Bonsoir à tous et merci de choisir le grand rendez-vous de BB24. L'équipe vous présente ce soir 4 plateaux pour parler de rendement agricole, parler de grossesse et paludisme, pourquoi pas, du pagne tissé appelé canvor et puis d'énergie solaire. Nous allons parler de tout ça en plus du journal qui viendra à 19h45 exactement. Les détails juste derrière la météo que voici. Oui, merci vraiment de choisir le grand rendez-vous sur BB24 ce soir. On parlera bien sûr dans le monde agricole des besoins, bien sûr, en produits agricoles et il faut donc les satisfaire et satisfaire donc ces besoins du marché local en produits agricoles. Tous les acteurs y travaillent et atteindre donc cette vision amène les spécialistes à accorder plus d'attention au renforcement de capacité des producteurs. Le monde agricole va vous présenter ce soir les paramètres à prendre en compte en la matière. La femme enceinte doit éviter à tout prix éviter le paludisme. Nature et bien-être revient donc sur les raisons de cette recommandation et vous dira tout à l'heure comment réussir donc à éviter le palu quand on est en état de grossesse. Alors dans le palais de la culture ce soir du grand rendez-vous, place donc au pagne tissé, le canvor présenté comme une identité culturelle béninoise. Rendez-vous dans un instant sur Horizon Culture pour en parler. Et puis le Bénin qui lève un coin de voile sur son système de production et de distribution de l'énergie électrique. Le grand rendez-vous ce soir profite de cette actualité pour parler de l'énergie solaire, une source qui permet à chacun, sinon à chaque foyer, de se fournir en électricité. Mais est-ce que c'est à la portée de tous? L'énergie solaire, on va répondre à cette question avec l'aide de l'expert de ce grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas à 19h45 de suivre le journal de ce grand rendez-vous qui sera présenté par Nadège Sani, déjà à la présentation. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assim Gaba. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45. Il y aura quoi au menu? Eh bien, Assim, au menu de ce journal du soir, on parle de l'importance de la sauvegarde des données numériques. Noah Agbafa nous donnera quelques notions pour la protection des données en ligne. Les cours du soir est une solution pour certains parents de relever le niveau de leurs enfants seulement. Après plusieurs heures de cours dans la journée, les enfants sont-ils encore en mesure de retenir les notions apprises? Quelques parents se prononcent. Le roller est une discipline sportive appréciée des enfants. Vous aurez dans ce journal du soir le portrait de Kendall, une jeune fille de 5 ans passionnée du roller.
D'accord, rendez-vous donc tout à l'heure pour la découvrir. C'est de très belles images en tout cas qu'on a vues et qui nous rend vraiment impatients déjà pour atteindre 19h45. Merci beaucoup à vous Nadège Sani. Rendez-vous à 19h45 pour les détails de ces sujets annoncés. Nous allons ouvrir le bal de ce grand rendez-vous. On commence par Monde agricole. Grand rendez-vous, Monde agricole. Ce soir, nous parlons de comment est-ce qu'il faut renforcer la capacité des producteurs agricoles, histoire d'améliorer le rendement de leur production. C'est ça, même la vision, c'est ça qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir satisfaire les besoins en produits agricoles sur le marché béninois. Pour y arriver, nous allons inviter tout à l'heure sur ce plateau un des acteurs agricoles qui viendra donc nous aider à aller à scruter un peu, bien sûr, ce secteur-là. Mais avant, on suit d'abord ce reportage. Par rapport à l'application telle que vous êtes en train de le dire, il y a plusieurs formes. Il y a ce que nous appelons les protocoles de recherche-action où on conduit avec les producteurs sur le terrain. Il y a ce que nous appelons les champs écoles, c'est-à-dire the learning by doing, comme les Anglais le disent. On vient faire l'exécution dans le champ du producteur avec les intrants, c'est-à-dire sur sa parcelle à lui, et un certain nombre de choses que lui-même il avait déjà approvisionnées pour pouvoir utiliser. On fait juste quelques apports pour l'accompagner dans la réussite de ce processus. Donc, il apprend en faisant. Il y a ce que nous appelons les unités de démonstration, les recherches, les résultats que les instituts de recherche ont eu, ils viennent le faire en milieu réel pour que le producteur lui-même puisse découvrir et comprendre que la innovation que les gens ont apportée, c'est du vrai. Aujourd'hui, par exemple, les producteurs, ils sont pleins, ils sont conscients par rapport à l'utilisation des pesticides, mais il faut faire des renforcements de capacité. Il faut mettre encore des accents sur, par exemple, l'utilisation des équipements de protection individuelle pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes, protéger l'environnement dans lequel ils travaillent, insister sur des questions de sensibilisation par rapport à l'utilisation des biopesticides, des composts, de la matière organique, pour donner plus de renforcement à la terre sur laquelle nous produisions. Certes, la question de marché se pose, mais nous avons vraiment besoin que le producteur puisse produire ce que le marché veut. Des gens viennent avec de l'argent dans la poche, mais ils veulent telle qualité, telle quantité de tomates par exemple, mais ce n'est pas ça qui est sur le marché. Donc les gens vont devoir repartir avec leurs sous. Et dès que toutes ces questions sont résolues, les questions de transformation, les questions de conservation, la mise en place des usines de transformation, un certain nombre de choses, va pouvoir prendre pour que toute la filière puisse être équilibrée. Ah, vraiment, des propos recueillis par Marcel Gbetorho. On revient en plateau pour retrouver Jacques Balogun, il est producteur. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, ce soir, nous allons aborder vraiment cette question, comment réussir donc à satisfaire les besoins en produits agricoles, les besoins bien sûr de ce marché-là, le marché local surtout d'abord, avant de penser bien sûr au marché extérieur. Dites-nous, on constate tout simplement que le marché a besoin de vos produits. Vous avez même des avaries à votre niveau. Comment expliquer déjà ce contraste-là? Merci beaucoup. Merci de m'avoir quand même invité sur ce plateau. Par rapport aux questions, ce contraste s'explique par deux faits. Le premier est lié à la pauvreté du sol qu'on a et que le rendement de la production agricole n'y est plus. Faute à un manque de renforcement de capacité, je dirais même à un manque de formation liée aux producteurs même de base, qui entre-temps n'ont pas les outils adéquats pour rentabiliser, donner plus de rendement à leur production. Du coup, ce phénomène se manifeste sur le marché et que juste là, les systèmes adéquats pour adhérer à ça n'y est pas encore si le système de renforcement de capacité ne vient pas en appui aux producteurs. Oui, c'est vrai, vous êtes en train de nous dire qu'il faut donc renforcer les capacités bien sûr des producteurs pour réussir donc à satisfaire les besoins en produits agricoles sur le marché béninois. Mais ce qu'on constate en réalité, c'est que vous, à votre niveau en tant que producteur, vous avez des produits qui ne sont pas vendus sur le marché.
Pourquoi? Est-ce que c'est dû à la mauvaise qualité ou il y a d'autres paramètres qui vous amènent donc à rentrer bien sûr dans ces revers, à subir ces revers? Oui, par rapport à ça, je dirais c'était fin 2015 que ce phénomène a commencé par prendre corps, où notre production que nous faisons est beaucoup plus envoyée sur le marché Nigeria dans le temps, okay. Et que la chute de ce monnaie Naira a causé ce problème où nos productions n'arrivent plus à faire se traverser du Bénin. Vous n'arrivez plus à vendre au Nigeria? À vendre au Nigeria par rapport aux monnaies. Qu'est-ce qui fait que le marché local ne consomme pas pendant que le même temps, ce même marché demande à ce que vous... Non, on ne peut pas dire que le marché local ne consomme pas. Le marché local consomme. Ce qui se passe, le phénomène qui se passe, c'est qu'on a une chance qu'on n'arrive pas à exploiter. La chance, c'est que, imaginez un instant qu'on a le marché de Tantokwa qui est là, qui est un marché qui est international, implanté dans notre pays, auquel nous-mêmes, en tant que fils du pays, on n'arrive pas à jouir de ça. Imaginez encore que ce marché qui est implanté dans notre pays n'est pas pour nous seuls. C'est pour toute la sous-région où le Nigeria d'à côté a l'habilité d'envoyer ses produits dedans, le Burkina d'à côté envoie, Lomé d'à côté envoie. Et que s'il n'y a pas un système de réglementation du marché où les productions locales vont être privilégiées, on aura toujours ces phénomènes où les producteurs de base, on va produire, ce sont les consommateurs qui privilégient donc ces produits qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'à votre niveau, il y a un défaut de qualité, ce qui fait que le producteur local, le consommateur local n'arrive donc pas à prendre en priorité vos produits, à les consommer en priorité? Là, est-ce que je vais parler de défaut de qualité, mais c'est une habitude alimentaire que les Béninois même se sont donnés. Mais c'est de la tomate qui vient de Burkina. Exactement. Vous produisez également de la tomate. Exactement. Oui. Quand les miens vont au marché, ils disent, par exemple, si je prends par exemple le cas de pommes de terre, ils disent c'est l'importé je veux. Importé au Bawende. Quand on parle de là, localement, si les pommes de terre sont produites au Bénin, on délaisse d'abord ce qui est produit au Bénin, on s'attache à ce qui est venu. Mais s'il y a un système de réglementation du marché ou s'il y a une rééducation... Est-ce que vous êtes arrivé à chercher à savoir en réalité ce qui fait que le consommateur préfère l'importer? Mais c'est ce qui le frappe à l'œil. Et lorsque nous, on va travailler pour amener notre production à cette gamme de produits qu'on a aujourd'hui sur ces marchés, il nous faut maintenant mettre plus de produits chimiques dans nos productions qui vont quand même donner un résultat qui ne vont pas du coup répondre aux normes de qualité en matière de produits à consommer sur le marché. Sur le marché, alors vous parlez au départ donc de formation pour permettre aux uns aux autres d'améliorer donc le rendement agricole, oui, pour satisfaire bien sûr ces besoins-là du marché local, oui, pour que le marché local puisse prendre bien en priorité votre production. Concrètement, de quoi avons-nous besoin pour satisfaire vraiment ce marché-là? Est-ce que cela passe vraiment par la formation, le renforcement des capacités? Bien sûr. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que n'est pas producteur qui veut. C'est celui-là d'abord qui a certaines attitudes liées à ce qu'il veut faire. Lorsqu'on parle de production, je vais vous donner deux exemples. Oui. Imaginez un fonctionnaire d'État, après 10 ans de travail de sa fonction, il se lève et dit « Je suis passionné du monde agricole ». Et il se donne un peu le temps de sillonner les sites de production et pour des informations fiables, au lieu d'aller vers les producteurs de base ou bien les promoteurs même, ils vont vers les employés, les ouvriers, pour avoir des informations frivoles qui ne correspondent pas réellement au sens du terme de la production et qui du coup vont sur une portion de terre donnée, commencent par exploiter le monde agricole. Alors la qualité de la production ne sort pas parce que la manipulation des produits chimiques par rapport à la production agricole est aujourd'hui un sujet tabou où il faut nécessairement une formation autour, parce que lorsqu'on parle de produits chimiques et qu'on fait la pulvérisation, le traitement phytosanitaire, je dirais, au plan, il faut nécessairement un délai de rémanence pour que ces produits toxiques qui ont été injectés au plan sortent
réduisent leur effet de toxicité au niveau des plantes avant d'aller à la consommation. Et si ce délai de rémanence auparavant était de 10 jours et que ce producteur lambda qui n'a reçu aucune formation liée à ça applique ce traitement phytosanitaire et qu'au bout de 3 jours, il envoie cette production sur le marché, vous comprenez avec moi qu'il est en train de détruire la population qui demain servira à l'évolution de notre pays. Donc, du coup, vous pensez qu'il y en a qui ne maîtrisent, qui ne connaissent vraiment pas le secteur et qui sont entrés, et ce sont eux qui font en réalité que les consommateurs béninois n'arrivent pas à consommer vos produits, et c'est ça qui fait en réalité que le rendement aussi est faible. C'est ça même, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du monde agricole, c'est un monde qui est ouvert à tout le monde, qui n'a pas de protocole, qui n'a pas de formalité à remplir avant d'aller vers. Parce que tout le monde se dit, mon papa ou bien mon arrière-grand-père est un agriculteur, travaille la terre, et que si je me lève aujourd'hui, que j'ai le capital, mon argent, un peu de moyens, je peux m'adhérer à ça et commencer par travailler. Or, il faut préalablement avoir une formation adéquate liée à ce que tu veux faire, savoir quelle qualité de production que tu veux amener sur le marché, sur quel marché tu vas pour satisfaire quel besoin. Toutes ces formalités ne sont pas remplies, mais s'ils ont un peu le minimum, ils se convertissent vers la terre. Aujourd'hui, en matière de politique agricole au Bénin, est-ce que vous pensez que le système est mis en place quand même pour permettre aux uns aux autres, ceux qui veulent vraiment entrer dans le secteur agricole, de se faire former d'abord avant de commencer par donc exercer? Le système était mis en place depuis l'avènement, depuis 1960, où les colons nous a laissé le monde agricole dans notre main. Ou dans le temps, avant que les colons le partent, ils ont remis tout ce qui concerne le développement du monde agricole. Le système là existe toujours. Existait. Mais vous avez pris par là, par exemple? Bon, nous, je dirais c'est l'héritage numéro 1 que notre papa nous a laissé. Nous, on est nés dans le maraîchage, on a grandi dedans, on est devenu maraîcher. Donc, nous, on est nés du sang producteur. Il y en a également qui sont nés dedans et qui ne réussissent forcément pas là-dedans. Bon, ça dépend au fait de l'option de chacun. Lorsque vous optez pour quelque chose, naturellement, vous allez réussir dans ça. Donc, on comprend tout simplement que chacun va se faire former là où il veut, comme il veut, il entre dans le secteur. Le système est en place, il y a les cadets d'entre-temps, il y a les Comaco, aujourd'hui, c'est les ATDA. Le système est en place. Où il faut nécessairement, dans chaque commune aujourd'hui, implanter les ATDA où, lorsque tu vas vers eux, il y a des informations quand même que tu peux avoir auxquelles, par rapport aux pratiques, tu peux être conforme par rapport aux normes de production. Merci beaucoup à vous, M. Jacques Balogun. Je rappelle que vous êtes producteur. On retient tout simplement que pour améliorer le rendement agricole au Bénin, satisfaire davantage aux besoins locaux, il faut tout simplement renforcer la capacité des acteurs, surtout des producteurs. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Le grand rendez-vous, cette fois-ci, nous allons nous retrouver avec les femmes enceintes, les aider à vraiment éviter le paludisme. C'est très dangereux pour les femmes enceintes. C'est nature et bien-être. Nature et bien-être ce soir avec une recommandation, femmes enceintes, éviter à tout prix le paludisme. Mais comment réussir cela? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant, juste derrière cet élément. Regardez. Il est la première cause de consultation dans les centres sanitaires du Bénin. Le paludisme est une infection qui peut être fatale aussi bien pour l'adulte, la femme enceinte que pour le nouveau-né. Pour donc contrôler et limiter la mortalité liée à cette maladie, le Bénin a adopté depuis quelques années une politique de lutte contre le paludisme axée sur 3 principales interventions. C'est dans cette lutte contre le vecteur que nous avons la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous avons la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent qui est en cours actuellement dans les régions, dans le département du Nord. Et nous avons les mesures d'accompagnement, tout ce que nous avons comme communication adaptée pour permettre à nos populations de se rendre compte qu'en fait la lutte contre le paludisme doit être une lutte individuelle avant de devenir une lutte collective et nationale. A suivi l'étape de la gratuité de la prise en charge de cette maladie dans les centres de santé publics. Nous avons des enfants de 0 à 5 ans
chez qui nous faisons la gratuité du paludisme, du traitement du paludisme. Les femmes enceintes aussi, nous faisons la gratuité du paludisme chez les femmes enceintes, aussi bien paludisme simple et grave chez les enfants de 0 à 5 ans que chez les femmes enceintes. La notion de fièvre, déjà, on fait TDR, test de diagnostic rapide du TDR chez les enfants de moins de 5 ans. Et quand le TDR est positif, on sait que ça, là, c'est un cas de paludisme. Le TDR étant positif, le carnet ne se vend plus. La prise en charge, les frais de consultation aussi, on ne prend plus. Malgré toutes ces mesures mises en place par le Programme national de lutte contre le paludisme à travers les politiques sanitaires de l'OMS, le mal demeure toujours le même. Non pas à cause d'un manque de volonté politique pour réduire le mal, mais à cause d'un manque de volonté individuelle, voire collective, de se protéger du paludisme. Allez, merci à vous Yasmine Damata pour cet élément. On vous retrouve bien sûr en plateau. Bonsoir Yasmine. Bonsoir M. Mugaba, mes téléspectateurs, bonsoir. Dr Agossou, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, vous venez vraiment avec le gynécologue Coleman Agossou pour nous parler, pour nous expliquer vraiment cette recommandation qui consiste à demander à la femme enceinte d'éviter vraiment le paludisme. C'est ça? Exact. À tout prix. À tout prix. À tout prix. Eh bien, M. Mugaba, oui, on va parler de maternité et paludisme. Comment aider ces femmes à venir à terme, garder leur bébé à terme. Voilà. Et docteur, déjà, parlant de paludisme, quelles sont les conséquences du paludisme sur la femme enceinte? Alors, les conséquences du paludisme sur la femme enceinte, on va les voir en deux volets. Parce qu'il y a deux compartiments. Il y a la femme et il y a la grossesse. Donc, il y a des effets sur la femme enceinte, sur la femme elle-même, et puis il y a les effets sur les conséquences sur la grossesse. Alors, la femme elle-même qui a le paludisme, elle va avoir les signes de palud. Donc, elle va souffrir de la fièvre, des courbatures, mais également, elle va souffrir des complications du paludisme, l'anémie, l'hémolyse et même les complications neurologiques. Elle peut entrer dans le coma parce qu'elle a un neuropaludisme. Elle peut avoir des atteintes des organes comme le foie, comme les reins, etc. Donc, qui vont compliquer sa vie. Pas la grossesse, ça va compliquer sa vie à elle-même. Parce que sa survie peut être en danger à cause du paludisme au cours de la grossesse. Maintenant, parlant du bébé, le paludisme est une affection nuisible pour la grossesse. Parce que cela peut provoquer une interruption de la grossesse à tous les termes. Déjà. Donc la grossesse peut s'arrêter dès le début, ou au milieu, ou en fin de grossesse. Donc vous imaginez que l'embryon va décéder, le fœtus va décéder, ou le presque nouveau-né va mourir dans le sein maternel, rien qu'à cause de la poussée de fièvre du paludisme. Chez la maman. Chez la maman. Elle est enceinte, elle a une fièvre à 40 degrés, la grossesse s'arrête tout de suite après. À 40 degrés déjà. Voilà une conséquence dramatique. Donc, elle a une fièvre à 40 degrés, ça s'arrête. Ça peut tuer l'enfant immédiatement. Du coup, il faut forcément que la femme enceinte se protège des moustiques. Il vaut mieux ne pas avoir le paludisme. Vraiment pas. Mais parce qu'il y a beaucoup de moyens pour ne pas l'avoir. Il y a beaucoup de moyens à notre disposition. Il reste encore beaucoup de moyens qu'on peut mettre en œuvre, mais quand même, le minimum, c'est de ne pas avoir contact avec les moustiques. Et pour ça, il y a la lutte contre le vecteur, le moustique lui-même, et cette lutte, elle est sous plusieurs fronts. Mais personnellement, on peut mettre des grillages à ces portes et ces fenêtres. On peut fermer les portes et les fenêtres à la fin de l'après-midi pour empêcher les moustiques de rentrer. On peut dormir sous moustiquaire imprégné qui est gratuitement donné à toute femme enceinte qui se présente dans une structure de l'État. Donc, lorsque la femme est enceinte, même si elle ne va pas en consultation dans une structure de l'État, elle peut aller une seule fois en consultation là-bas pour réclamer ce droit et l'obtenir. Au-delà, celle qui va en consultation en clientèle privée, je pense qu'elle a les moyens
de s'offrir une moustiquaire imprégnée d'ailleurs. C'est d'ailleurs qu'elle en a les moyens. C'est d'ailleurs qu'elle en a les moyens. C'est pour ça qu'elle est en clinique privée. Voilà. C'est vrai, mais docteur Coman, mais c'est vrai hein, qu'il faut vraiment que la femme évite le paludisme. Mais vous, en tant que gynécologue, vous recevez souvent ces femmes-là, enceintes et tout. Quelle est la proportion de ces femmes-là qui ont le paludisme en étant en état et qui viennent vers vous? Alors, les femmes qui respectent bien les précautions pratiquement n'ont pas de paludisme. Donc, il faut dire, celles qui viennent souvent dans les cliniques privées, c'est rare qu'elles aient le palu. Oui, mais celles qui vont aussi en consultation dans les structures publiques, c'est rare qu'elles aient le palu si elles écoutent ce qui est demandé. Donc, c'est qu'il faut que la grossesse soit suivie. C'est clair et net. Une femme enceinte doit suivre sa grossesse. Elle doit aller en consultation prénatale pour obtenir les conseils nécessaires pour mener sa grossesse à bien. Le problème est que pour une femme qui, par exemple, a déjà le palu, quand elle tombe enceinte, avant de tomber enceinte et tout, on dit souvent dans les médicaments là, pour traiter le palu, que c'est déconseillé. Souvent, c'est écrit, c'est déconseillé pour la femme enceinte. Oui, la femme enceinte ne peut pas prendre n'importe quel médicament. Mais elle a besoin de l'avis médical pour prendre les médicaments. Parce que les médicaments peuvent agir sur le développement de l'embryon et du fœtus. C'est tout. C'est tout. Oui. Mais au-delà, la femme enceinte qui a le paludisme se soigne normalement. Lorsqu'elle va consulter et que le diagnostic est fait, elle reçoit un traitement adéquat. Adéquat. Oui, et un traitement sécurisé. L'une des mesures préventives dont a parlé le docteur, c'est les moustiquaires imprégnés. Mais certains dorment sous moustiquaires imprégnés ont ces grillages, mais vu qu'ils vont toujours dans la cour, si c'est dans la cour qu'on prépare, la femme peut se faire piquer par les moustiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé aussi des facteurs environnementaux. J'ai dit tantôt qu'il y a le traitement de l'environnement. Et ça va des fois au-delà des capacités de l'individu. Parce que l'assainissement, l'urbanisation relève du pouvoir public. Ce n'est pas un individu seul qui va se lever et transformer son environnement en un environnement complètement salubre. L'État doit faire l'effort d'urbaniser. Et cela rencontre d'ailleurs les efforts que font les gouvernements successifs du Bénin, d'urbaniser les villes. Parce que la mise en place des infrastructures routières, par exemple, contribue à cette urbanisation. Cela désenclave, ça enlève les stagnations d'eau, ça enlève les points de forêt entre griffes qu'il y a en plein milieu des villes. Mais il y a aussi le traitement de ces eaux stagnantes. Les eaux usées. Le traitement des eaux stagnantes, le traitement des marécages, le traitement des forêts. Oui. Vous voyez, il y a des fumigations actuellement dans le nord. Mais ça doit s'étendre dans toutes les zones du Bénin où il y a vraiment une densité en matière de moustiques. Ça, c'est en ville, mais le problème se pose également dans les zones rurales. Oui, je disais que dans le nord du pays, il y a actuellement une campagne de fumigation en cours. Donc, on traite l'environnement actuellement avec des produits insecticides, que ce soit dans l'environnement dehors ou au sein des foyers. Donc, tout ça pour diminuer la population de moustiques. Donc, ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il peut arriver qu'on n'ait plus de moustiques en Afrique? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Ah, mais comment? C'est l'urbanisation. C'est tout. Mais on constate que les maisons qui sont à bord des caniveaux, à Cotonou, par exemple, reçoivent de grosses populations de moustiques, plus que les autres qui sont éloignés. Tout à fait normal, mais l'urbanisation de Cotonou n'est pas terminée. Ok. L'urbanisation de Cotonou est en cours. Il y a beaucoup de moyens encore mis à disposition de la ville pour son urbanisation. Par exemple, il a été annoncé 33 milliards de dépenses toujours pour la lutte contre l'inondation à Cotonou. Oui. Et ce n'est qu'une partie de ce qu'il y a à faire. Donc, au fur et à mesure que l'on va régler la question d'urbanisation, et malheureusement, ce n'est pas sur un coup de baguette magique,
ça demande beaucoup de fonds. Et nous ne produisons pas assez d'argent pour pouvoir faire ça rapidement. Et du coup, pour revenir sur le sujet concernant le paludisme avec la femme enceinte, il faut que la femme elle-même évite d'avoir de l'eau vraiment dans son entourage, de l'eau usée, gardée dans la cuisine, les ordures par-ci par-là. Les poubelles doivent être vidées régulièrement, doivent être fermées. Les casseroles gâtées doivent être jetées. Les canaris cassés doivent être jetés. Il ne doit pas avoir des crevasses qui retiennent de l'eau. Il ne doit pas avoir dans l'environnement de la végétation non traitée, donc, etc. Et il ne faut pas vivre dans les marécages. Voilà. Ce ne sont pas des zones salubres. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils. Je sais que déjà les femmes, nos populations ont compris, à Soumgaba, qu'il faut vivre dans un environnement salubre pour au moins garder sa santé, pour rester en pleine forme, surtout quand on est une femme enceinte. Donc, Assum Gaba, je vous laisse le plateau. Merci beaucoup à vous, Yasmine. Merci, docteur, d'être venu. Merci pour les conseils. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourdes. Voilà, surtout ça. Bon, comme les hommes vous aident aussi, pas dans les oreilles de sourds aussi. Merci, Yasmine. À bientôt. À bientôt. Allez, le grand rendez-vous va continuer. Cette fois-ci, on va parler d'énergie solaire. Oui, on a parlé vraiment de santé. Ça fait penser beaucoup plus à l'hôpital aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais sans électricité, l'hôpital ne peut vraiment pas bien marcher, vous le savez. Et pour cela, nous allons parler d'énergie solaire ce soir avec l'expert. L'énergie solaire, nous allons en parler ce soir avec l'expert de ce grand rendez-vous. Il faut vous asseoir, il n'y a pas de souci, venez. Voilà, Monsieur Alain Oura qui nous rejoint sur le plateau. Vous êtes l'expert de ce grand rendez-vous. Avec vous, nous allons profiter bien sûr de cette actualité qui parle bien sûr des journées portes ouvertes sur le système de production, de distribution d'énergie électrique au Bénin pour aborder vraiment la question de l'énergie solaire. Aujourd'hui, vous allez chez n'importe quel Béninois qui est, soit à Cotonou ou un peu loin des grandes villes, c'est qu'on vous dit, il vaut mieux avoir toi-même tes panneaux solaires à la maison, tu vas produire de l'électricité, tu seras vraiment plus gêné par la grande société et tout le reste. Mais est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui que l'énergie solaire est la solution aujourd'hui pour permettre aux uns aux autres d'avoir de l'électricité à portée de main? D'accord, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez encore une fois de parler des questions liées à l'énergie, à l'électricité. Oui. Alors, votre question est de savoir si l'énergie solaire est véritablement la solution. La solution. Elle ne saurait être à elle seule la solution, pour vous répondre tout de go. Elle fait partie des solutions. Et c'est vrai que c'est une solution que j'appelle une solution portative, parce qu'effectivement, sans attendre le réseau dans toute sa dimension, on peut la déployer de façon portative au niveau des ménages ou même des communautés de façon un peu plus large et régler le problème de l'accès à l'électricité. Donc oui, l'énergie solaire en tant que technologie fait partie de la solution et est approprié dans une certaine mesure pour des situations comme celle que vit le Bénin avec un taux d'électrification très faible en milieu rural et sans grande perspective d'amélioration sur la période à venir dans la mesure où les investissements sont lourds. Oui, alors donc si le Bénin doit vraiment intégrer l'énergie solaire, la production de l'énergie solaire dans sa politique d'électrification, vous aurez souhaité que l'énergie solaire soit beaucoup plus déployée dans les zones rurales, c'est ça? Déjà, il faut dire que oui, le Bénin l'a déjà intégré, mais continue d'améliorer, intègre donc l'énergie solaire en tant qu'énergie renouvelable à sa politique nationale d'électrification. Alors, quant à la question de savoir s'il faut que cela soit exclusivement privilégié pour les zones rurales, non, il n'y a pas d'exclusivité en réalité. Il faut situer un peu le problème dans son contexte. C'est là où ça devient un débat d'école. L'énergie solaire en tant que solution portative, comme je disais, pour régler le problème de l'accès à l'électricité, est ce qu'on appelle de plus en plus une préélectrification.
Okay. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on donne, par exemple, si je prends un kit solaire dimensionné pour un ménage donné en milieu rural, ce n'est pas qu'il a déjà assez à l'électricité et c'est fini. C'est qu'on lui donne cela pour que le temps mort qui sépare aujourd'hui du moment où, dans peut-être 20 ans, si on devrait attendre le réseau, ce ménage soit toujours dans le noir, c'est qu'on lui donne cela pour que ce temps soit réduit, pour lui permettre d'alléger la peine liée au non-accès à l'électricité. Et bien sûr, ça aussi participe de la croissance économique parce que quand on a accès à un certain nombre de services énergétiques, il y a des initiatives de base qui commencent par naître. Donc, c'est une sorte de préélectrification pour permettre aux gens de ne pas attendre tout le temps qu'ils auraient dû attendre si éventuellement il n'y avait pas cette technologie-là. Donc, oui, les zones rurales, en ce moment, vu sous cet angle, effectivement, privilégier cela pour les zones rurales serait une très bonne option dans la mesure où c'est effectivement et malheureusement ces zones-là qui sont les plus touchées dans les politiques, même s'il y a des efforts qui se font aujourd'hui avec l'ABEM depuis toujours, mais aujourd'hui aussi avec l'ABEM qui est exclusivement chargé de ce volet, c'est-à-dire l'électrification rurale. Ouais. Mais aussi dans les villes, dans les zones urbaines, de plus en plus les gens se plaignent du coût de la facture énergétique. C'est une très bonne chose qui se plaignent. Mais quand on finit de se plaindre, il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. L'énergie solaire, encore une fois, s'offre comme une solution alternative. Mais à côté de l'énergie solaire, il y a aussi d'autres solutions, comme par exemple l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, l'économie entendue sous sa définition originelle, c'est-à-dire véritablement de l'économie. Donc, comment réduire la facture tout en maintenant le niveau de satisfaction. Bien sûr, le niveau de satisfaction. Donc, c'est possible. Bien sûr, c'est possible parce que vous savez ce que nous payons. Il y a ce que nous gaspillons, que nous payons. Mais nous gaspillons parce que nous sommes, excusez le terme, ignorants des possibilités d'économie qui existent. Alors, si on vous fait prendre conscience, ce n'est pas votre affaire peut-être, mais si on vous fait prendre conscience à travers les expertises de ce que vous pouvez économiser, ne serait-ce que sur l'utilisation, vous allez déjà gagner en termes de facture électrique. Ouais, et ça peut vous aider, cette économie qui serait réalisée pourrait vous aider à investir maintenant d'un autre côté sur l'énergie solaire, histoire de réduire votre demande du réseau électrique qui vous est facturé chaque mois. Alors, ouais, c'est un peu cela. Il est aussi question de savoir si l'énergie solaire est à la portée de tous. Est-ce que tout le monde peut l'avoir aujourd'hui, là où on est? Ouais, tout le monde peut le soleil est là, c'est vrai, voilà. Mais le dispositif pour le transformer en électricité. Ouais, voilà, tout le monde peut avoir tout ce qu'on veut. Ah. C'est peut-être philosophique, mais tout le monde peut avoir tout ce qu'on veut. Maintenant, vous l'avez dit, le soleil est là. On a tous accès au soleil. Oui. Riches, pauvres, grands ou petits, femmes ou hommes. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, la question se pose dans le coût d'acquisition, dans l'investissement à réaliser. Oui, l'énergie solaire, c'est bien beau, mais ce n'est pas gratuit. Ah. Ce n'est pas gratuit. Ça a un coût. C'est cher. Je ne dirais pas que c'est cher, parce que la question de la cherté est relative à la qualité aussi et aux besoins que vous avez exprimés. Mais ce n'est pas gratuit, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ce qu'il faut faire... De façon précise, combien a-t-on besoin aujourd'hui pour avoir même l'électricité pour une famille modeste, c'est-à-dire vous avez 3 pièces, voilà, pour le local de 3 pièces, vous avez une télé, un frigo, voilà. Vous voyez, c'est la question la plus posée par les consommateurs quand il s'agit de l'énergie. C'est normal parce qu'on est préoccupé par combien ça coûte. Mais ce n'est pas une estimation qu'on fait au pifomètre parce qu'on a 3 pièces. Je peux avoir 3 pièces et avoir 3 ventilateurs dedans, comme je peux en avoir 3 pièces et avoir 0 ventilo, par exemple. Ce n'est pas déjà la même chose. Ce n'est plus le même dimensionnement que quelqu'un qui a autre chose comme utilisation. Et il y a aussi les habitudes. Les gens ne voient pas souvent. Quand vous ne restez pas du tout à la maison en journée de lundi au vendredi, et que l'autre ménage, il y a forcément quelqu'un à tout moment à la maison, ce n'est plus la même chose. Ce que je conseille de façon pratique, c'est que inviter un spécialiste. Je ne dis pas d'inviter un électricien qui sait monter une lampe. Inviter un spécialiste, donnez-lui la chance d'avoir accès à vos utilisations, qu'il vous pose des questions précises pour estimer votre besoin. Et sur cette base, il va vous faire des options. Les options, c'est quoi? Voilà l'option 1, voilà l'option 2, voilà l'option 3. Les options seront basées sur votre capacité à investir. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la fois. Vous pouvez dire, OK, je mets d'abord les lampes.
Vous pouvez dire, je mets d'abord mon frigo parce que je vais conserver mes aliments. Vous pouvez dire, je mets d'abord mes télés ou mes radios ou autres utilisations. Ça dépend de votre capacité à investir au moment où l'estimation vous est faite. Mais pour être plus précis, puisque ça vous intéresse, il faut déjà savoir que même avec à partir de 300 à 400 000, je ne dis pas pour vos besoins. Non, pas du tout. Mais déjà à partir de 300 à 400 000, vous pouvez déjà avoir des options d'énergie solaire avantageuses, comme par exemple l'éclairage. Si vous enlevez dans un ménage l'éclairage, vous avez déjà fait un bon pas, puisque en général, il n'y a pas de climatisation. Ça veut dire que vous serez en train d'utiliser l'énergie solaire en même temps l'énergie conventionnelle. Bien sûr, parce que ce que vous recherchez d'abord, c'est de réduire la facture. Ce n'est pas encore de l'annuler. L'annuler, c'est possible, mais ça a un coût aussi. Si vous pouvez déjà réduire, l'économie réalisée sur la réduction pourrait vous permettre de réinvestir afin d'annuler dans un futur relativement proche. Relativement proche. Donc, c'est bien à la portée de tous. Comme vous l'avez dit, ce qu'on a... C'est-à-dire tout le monde a accès, tout le monde peut avoir accès à cela. C'est une question de priorité. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure en termes de schéma d'investissement où vous dites, je commence d'abord par mes lampes, donc j'ai 300 ou 400 000, qu'est-ce que je fais? Quand vous faites cette proposition, peut-être qu'au bout d'1 an, vous aurez déjà économisé de l'argent sur vos factures précédentes, en comparaison bien sûr, et le gars pourrait servir à investir davantage dans le solaire pour vous débarrasser complètement. De la Société nationale d'électricité, comme la SBE. Alors quand on a de l'énergie du soleil, quand on se produit soi-même vraiment de l'électricité, de l'énergie solaire, est-ce qu'il y a des taxes à payer après ou il y a des... ou c'est juste comme ça, tout le monde l'utilise? Aujourd'hui, si vous produisez vous-même et que vous consommez pour vous-même, vous n'avez absolument pas de taxes à payer, à ma connaissance. Mais les choses peuvent évoluer. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, dans le schéma actuel du niveau d'électrification en ville comme dans les zones rurales, l'État n'a pas option de taxer celui qui décide de le faire, puisque de toute façon, il n'est pas capable encore de donner à tous ceux qui veulent tout de suite. Donc, il faut encourager ceux qui veulent déjà dire, bon, je laisse ma place à d'autres, de pouvoir le faire, histoire de satisfaire l'ensemble, avant de voir s'il y a un peu de recettes à faire sur la production privée. Mais dans tous les cas, il y a le schéma de ce qu'on appelle, vous êtes des producteurs libres. Il y a le net metering, par exemple, qui permet, si vous avez une production au-delà de votre consommation, de le revendre sur le réseau. On n'en est pas encore là, mais je sais que tout se met en place pour que d'ici quelques temps, on puisse avoir cette option qui permet aux particuliers de produire et de vendre à la Société nationale, par exemple. À la Société nationale. Donc c'est bien possible qu'on puisse le faire ici. Ce n'est pas encore technologiquement possible ici parce que, comme je vous l'ai dit, les réflexions, les études sont en cours, voilà, dans ce sens. Mais ce n'est pas, à côté, ça se fait. Au Ghana, déjà, ça a commencé. Au Nigeria, ils ont aussi commencé. Le Togo, je ne sais pas. Mais ça se fait. Ce n'est pas une invention béninoise, quoi. Ce serait juste la mise à disposition. Donc, des populations qui produisent de l'énergie et qui vendent une partie à la Société nationale. Bien sûr, parce que vous en produisez plus que vos besoins ne le demandent. Et la différence, vous mettez sur le réseau et pas le système de net metering, c'est-à-dire ce que vous avez produit moins ce que vous avez consommé. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Vous pouvez avoir produit moins et consommer plus. En ce moment, c'est le réseau qui vous le donne et vous le payez en fin du mois ou en fin de période. Tout comme ça peut être le contraire, c'est vous qui produisez plus, vous redonnez le surplus au réseau et c'est le réseau qui vous paye en fin de période. En fin de période. Ouais. Est-ce que c'est une option que, par exemple, les communes peuvent intégrer au Bénin déjà, qu'on commence à un niveau basique? Les communes, il faut beaucoup réfléchir parce qu'actuellement, nous avons la SBE qui a une compétence nationale et elle ne passe pas par les communes. Donc, c'est à son niveau que la réflexion se fait avec l'ARE aussi, qui est l'autorité de régulation de l'électricité. C'est à ces niveaux que la réflexion doit se faire et non au niveau des communes pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup à vous, M. Alain Oura. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir vraiment expliquer au public béninois, à nos téléspectateurs, que c'est bien possible d'avoir donc de l'énergie solaire. Tout est question d'options et aussi de processus, de procédures que vous avez mis en place donc pour l'avoir. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Nadège Soni qui est de l'autre côté de la rédaction de BE24. C'est l'heure du journal, 19h45.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945. On s'aperçoit de l'importance d'une sauvegarde de données lorsqu'on perd son portable ou son ordinateur. Comment protéger ces informations numériques pour les exploiter en cas de besoin? Un spécialiste nous donne quelques astuces. Poursuivre les cours après les heures réglementaires de classe permet, d'après certains parents, d'élever le niveau des apprenants. Un avis qui ne semble pas faire l'unanimité chez tous les parents. Plus de précisions dans ce journal. Le roller est une discipline sportive qui passionne les tout-petits au Bénin. Le patinage serait un simple jeu pour ces mômes. Portrait d'une jeune apprenante dans cette édition. Sauvegarder ces données numériques est très important pour toute personne physique ou morale. Protéger les données de son téléphone portable ou de l'ordinateur devrait être systématique selon les spécialistes. Pour eux, on peut perdre son téléphone sans perdre ses données, vous l'avez bien entendu. La sauvegarde en ligne est la solution, nous dit Noah Agbafa, docteur en système informatique. Il est au micro de Edwige Agosso et Gloria Oni. Cela doit être une démarche personnelle. Une démarche personnelle parce que chacun doit pouvoir définir sa politique de sauvegarde de ses données personnelles et l'entreprise aussi doit pouvoir définir une stratégie de sauvegarde des données autant des données clients que des données de gestion de l'entreprise. Lorsque nous parlons de sauvegarde des données numériques, nous parlons d'enregistrement sur une mémoire des données dont je veux parler des fichiers, je veux parler des dossiers, je veux parler des documents, des images, des vidéos qui peuvent être des données liées à nos activités ou des données liées à notre vie professionnelle ou notre vie de tous les jours. Donc ces données-là peuvent être conservées hors des aléas. On sauvegarde aujourd'hui, même en cloud aujourd'hui, donc en ligne. Pour donner l'exemple, pour vous expliquer rapidement le sauvegarde en ligne, qui est de loin la meilleure forme de sauvegarde. La sauvegarde en ligne, c'est votre téléphone par exemple. Vous allez constater que vous avez votre Android et vous avez généralement un email que vous y mettez. Et quand vous mettez l'email, demain lorsque vous perdez votre téléphone et que vous achetez un autre Android, dès que vous donnez l'email, vous allez remarquer que vous retrouvez encore tous vos contacts, vous retrouvez vos images, vous retrouvez vos vidéos. C'est que ces données-là étaient enregistrées en ligne sur le serveur de Google. Certains parents d'élèves font parfois recours aux maîtres d'école pour des cours de répétition de leurs enfants après les classes. Pour ces parents, ces cours du soir permettent aux apprenants de faire une remise à niveau. Quant à l'efficacité, les avis divergent. Louis Koudogbo et Fulgencia Rontondi ont fait le tour des écoles. Suivons plutôt. Ils ne sont pas dans un cours ordinaire. Aidez-moi à ressortir les chefs-lieux des départements du Bénin. Ces écoliers sont en pleine séance de cours de soutien scolaire. Dans la plupart des écoles primaires, ces cours qui ne sont pas gratuits sont organisés à l'intention de certains apprenants pour des raisons multiples. C'est sur la demande de plusieurs parents que nous avons, ensemble avec l'administration de l'école, commencé ces cours. Il y a aussi d'autres parents qui sortent tard de leur boulot et qui veulent que leurs enfants soient encadrés, que les enfants ne soient pas laissés pour compte qu'ils courent partout dans l'école. Déjà au cours de la journée, ils connaissent les enfants qui sont au cours du soir. Donc si ces enfants présentent des difficultés, il essaie déjà de noter au cours de la journée et c'est au vu de ces difficultés qu'il propose les exercices. Quand je me campe à mes enfants au primaire, ils vont aux études tous les mardis soir et vendredi soir, moyennant quelque chose. Et l'enjeu, c'est que le maître qui, de leur côté, passe aussi assez de temps avec eux, il arrive à pouvoir revenir sur beaucoup de choses. Parce que moi-même qui suis ici, je ne maîtrise pas l'approche par compétent, le nouveau programme au primaire. Avec cet accompagnement scolaire, le niveau des enfants s'améliore généralement et se traduit par des résultats souvent encourageants. Nous révisons des choses que nous faisons les matins si on n'a pas bien compris. On fait parfois des activités et le maître nous explique ce qu'on va faire le lendemain parfois.
Lorsque le maître explique au cours d'histoire, je comprends. Il réexplique. Quand on ne comprend pas, il réexplique. Les enfants, au début, il y en a qui, en classe, ne réagissaient pas comme nous le souhaitons. Mais après ces cours de renforcement, je trouve que leur réaction a connu d'amélioration. Sur 3 ans maintenant où ils ont commencé, j'ai vu une automatisation de l'apprenant, la manière d'aborder les choses plus facilement, et puis ça fait que l'enfant est épanoui. L'objectif de cette aide est de contribuer à la réussite scolaire des apprenants. Pour les cours qui se déroulent en fin de journée, certains parents s'interrogent cependant sur leur efficacité. Si juste après ça là, on lui impose encore, je ne sais pas, d'autres cours, je trouve que c'est le surchargé. Et je me demande souvent si les enfants arrivent à recevoir, à percevoir le message comme cela se devait. Moi, je ne reste pas en place. Mais en venant à la maison, la maman a l'habitude de dire, si les enfants reviennent, ils reviennent tout fatigués. Si on leur dit de prendre un cahier, c'est pour commencer par dormir. Donc ils ne savent pas ce qu'ils ont fait exactement à l'école. Selon les spécialistes des questions éducatives, aménager l'emploi du temps tout en le conciliant avec les activités extrascolaires permettrait à l'enfant de s'épanouir davantage et surtout de produire de meilleurs rendements scolaires. C'est une discipline sportive pratiquée dans le monde entier. Le roller ou patinage à roulettes, débuté dès l'enfance, rend l'apprentissage plus facile. Kendall est une jeune fille de 5 ans. Elle a su convaincre ses parents pour son inscription à l'apprentissage du roller. Petroni Lokosu et Robert Copin-Edor nous emmènent à découvrir cette discipline à travers ce reportage. 8 roulettes en gomme, des chaussures de ski et juste aux extrémités 2 micro-mollets. Que nomme Kim Kendall commence le roller. Pour l'efficacité comme pour l'allure, elle est équipée de protections neuves, casque, coudière colorée, protège-poignets et genouillère de compétition. Pour se lancer, elle roule d'abord les pieds parallèles en ligne droite en regardant toujours droit devant. Ça se passe très bien. C'est maman qui m'inscrit à ce sport. Que nomme Kim Kendall, 5 ans, dispose de tous les moyens pour progresser en toute confiance. Sa mère est son premier soutien. C'est elle-même qui a choisi le sport. Moi, je n'ai pas obligé ma fille à faire le roller. Elle a suivi une émission où on montrait les stars. Il y avait une fille qui était parmi les meilleures du Bénin. Et puis, elle avait 14 ans. Elle a eu les médailles d'or. C'est ça qui l'a motivée. C'est comme ça que j'ai respecté sa volonté. La première séance n'est que le début d'une longue série. Le développement des bons réflexes, particulièrement avec le roller, se fait progressivement. À partir de 3 à 4 ans, on peut commencer par faire le roller. Il faut dire que ça développe l'intelligence, les réflexes, l'équilibre, la mobilité et aussi la maîtrise de soi. Donc l'enfant qui est sur le roller a l'obligation de s'adapter au climat de la discipline. L'enfant est obligé de se concentrer lui-même. On ne va pas lui dire de se concentrer afin que lui-même se concentre. Parce qu'il sait que s'il n'est pas concentré sur les patins, il va tomber. Donc pour éviter de tomber, il est obligé de se donner une telle concentration. Et c'est par là que nous avons les résultats. Toutes les bases sont donc posées. À Kim Kendall, il ne reste que le défi de pousser l'aventure plus loin. La Guinée vient d'obtenir deux financements d'une valeur totale de 105 millions de dollars, soit environ 52 milliards de francs CFA pour le développement de son secteur énergétique. Ces fonds ont été fournis par l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Ces montants serviront à la réhabilitation des réseaux électriques dans plusieurs régions du pays. Au total, ce sont 82 000 ménages en milieu urbain et 3 000 en milieu rural qui auront accès à l'électricité grâce à ces projets.
Plus aucun métier n'est un domaine de prédilection des hommes. À Cotonou, une brave femme est conductrice de taxi-moto appelée communément Zémidjan. Allons à la découverte de cette femme qui a fait de ce métier son gagne-pain depuis plusieurs mois. C'est un reportage de Évariste Zomaon et Rebecca Kendiaoundé. Comme un acteur qui s'apprête à entrer en scène, Dame Lucrèce ajuste sa chemise, ses baskets et bien sûr l'accessoire indispensable, le maillot jaune. Un dernier coup d'œil au miroir et Dame Lucrèce est prête pour affronter une nouvelle journée comme toutes les autres de sa vie de conductrice de taxi-moto, Zémidjan. Direction le parc automobile des Zémidjan du marché d'Antokpa. Ici, Lucrèce attend patiemment de trouver un client, le premier qui va solliciter ses services. 3 personnes peuvent s'arrêter pour dire je vais monter sur la dame là, je ne peux pas trouver taxi moto une femme et monter sur. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il y a encore des fois, si je me cherche, je ne me trouve pas. Si les hommes ils trouvent, ils me donnent. Mère célibataire de jumeaux, une fille et un garçon, tous 2 adolescents et âgés de 17 ans, Lucrèce a fait ce choix depuis plus d'1 an déjà pour subvenir aux besoins de ses enfants. Un choix que ces derniers n'acceptent pas totalement. Les matins, je les amène pour aller à l'école. Ils me demandent d'enlever l'habit là avant qu'il va monter et j'enlève. Au retour, même chose. La fille n'est pas trop chose là, mais le garçon là vraiment, il me dit même que si c'était que il a de l'argent pour me nourrir, il va brûler l'habit jaune là. Perçu pendant longtemps comme un métier d'homme, le Zémidjan se laisse découvrir par la gente féminine. Lucrèce fait partie de ces rares femmes qui ont voulu se démarquer et transcender même les préjugés. Seule femme sur ce parc, ses collègues en témoignent d'ailleurs. Il conduit très bien, pas de défaut. Il est comme un homme. 7h à 19h, c'est l'emploi du temps rigoureusement suivi par la jeune femme. Pas question pour elle d'aller au-delà, elle ne veut prendre aucun risque. Lucrèce consacre sa soirée à ses enfants. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. À très bientôt, donc Nadège Sani, et merci beaucoup pour ce sujet. Je dis merci à Rebecca Kendiaoundé et puis Évariste Zomaon pour ce reportage très vivant aussi. J'ai bien aimé. Merci à vous et bonne soirée, Nadège Sani. On se dit donc à jeudi prochain. Bien sûr, à Sioma jeudi prochain et bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous, bonne soirée et bien des choses à toute votre petite famille. On revient en plateau avec vous, chers téléspectateurs. Nous allons continuer ce grand rendez-vous en jetant juste un dernier coup de regard sur le tableau météo avant de partir.
Allez, nous allons, avant de partir, vous présenter toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué de Horizon Culture ce soir. On devait parler bien sûr du Kanvo, vu comme une identité culturelle béninoise. Ce n'est que partie remise puisque l'invité n'était donc pas présent, n'a pas répondu présent, bien sûr, à notre invitation. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis, quand même, d'avoir passé ces moments de télé en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain, 19h00. Vous serez avec Aniat Onifade Bello. Bonne soirée chez vous et toujours sur BB24. Ciao.